on enregistre une trentaine de glissements de terrain en Martinique depuis 1980. Il y en aurait entre 1 et 5 en moyenne par an. Les causes sont diverses et variées, ce qui me permet, le temps que Aude s'installe, de vous signaler la parution d'un excellent document, glissement de terrain Martinique, comment protéger ma maison. Donc on va parler là des glissements de terrain avec l'intervention de Aude Nagbor. Donc focus sur le glissement de terrain de la Martinique. Quelles sont les causes? Comment on fait? Merci, vous avez 20 minutes. Ma présentation vise à donner une vue d'ensemble de l'aléa naturel et pour que cette connaissance puisse après orienter nos bonnes pratiques. Donc je vais rappeler beaucoup de choses que vous savez déjà, mais c'est donner le cadre. Donc alors le glissement de terrain, ça reste un des risques, peut-être le risque majeur pour un territoire comme la Martinique. Qu'est-ce qui déclenche un risque de glissement de terrain? On le sait tous, bien sûr que ce sont les fortes pluies qui sont le principal déclencheur de ce problème. Et pas forcément des très fortes pluies, des cyclones. Toutes les ondes tropicales qu'on a tous les 10 ans suffisent à faire des catastrophes pour nos territoires. Et plus précisément, pendant ces fortes pluies, les zones géologiques où il y a des circulations privilégiées d'eau en souterrain sont des déclencheurs. Il faut évidemment citer le séisme, on n'a pas eu, heureusement, depuis ces dernières décennies, d'aussi fort, mais qui déclencherait un grand nombre de glissements également. Mais donc ça, ce sont ce qui déclenchent nos glissements. Mais il est important de bien savoir, et vous le savez tous, que la cause principale, c'est la nature des sols et de certains sols argileux. Donc tous nos territoires ne sont pas concernés de la même manière. C'est cette présence d'argile sur une forte épaisseur qui est la cause de ces glissements. Et puis, rappelez bien sûr, et on est là pour en parler, que la deuxième cause, c'est l'homme quand il ne sait pas, quand il ne connaît pas et qui fait des choses en dépit du bon sens. La forte vulnérabilité de nos territoires martiniquais, guadeloupéens et caribéens, on la connaît, pas besoin de remonter très loin. En novembre 2020, un événement pluviométrique intense qui a été une catastrophe pour la partie du Nord Atlantique. Et récemment, en Guadeloupe, l'année dernière, Fiona, qui a eu le même impact, sachant que nos territoires ont des caractéristiques qui font que la vulnérabilité est forte, bien sûr, sur le bâti, mais également sur les réseaux d'eau et de routiers, par exemple. Pour citer la Martinique, en novembre 2020, plus de 70 habitations qui ont dû être évacuées et plus d'une vingtaine en Guadeloupe. Donc c'est des forts impacts pour notre société. Alors, juste pour dire que ces événements catastrophiques se répètent assez fréquemment, puisqu'en Martinique, avant celui-là, on peut le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en mai 2009. Donc une dizaine d'années avant, la même chose, la même paralysie du territoire. Donc c'est un risque majeur par rapport à la fréquence de ces gros événements. Pour illustrer, voilà la carte de la Martinique, et si vous repérez les petits points noirs, ce sont les glissements de terrain qui sont inventoriés actuellement. Donc le BRGM tient à jour pour le ministère, dans le cadre de ses missions de service public, un inventaire des glissements de terrain sur toutes les régions, et qui est consultable par tous pour ne pas perdre la mémoire. Donc il est densément rempli en Martinique, mais dedans on trouve un peu de tout. Bien sûr qu'il y a beaucoup sur nos territoires de petits glissements de terrain qui affectent fréquemment à chaque saison des pluies nos versants et nos talus routiers, donc ceux-là sont gérables. Et puis ça va après jusqu'à des grands glissements. Et c'est un petit peu ça qu'on cherche qui est la menace maximale. Ces grands glissements qui peuvent faire plus de 100 000 mètres cubes et qui peuvent endommager plusieurs dizaines de maisons d'un seul coup. Donc là, on peut citer en Martinique, bien entendu, en 2020, le gros glissement dans le quartier de l'Épineux, où il y a une vingtaine de maisons endommagées, celui de la RN1, et puis avant celui-là, celui de Bande-Calebasse, donc 2011, et puis avant, vous connaissez Soleil Levant, 2004. Donc la fréquence est importante. Pour faire le lien important avec la géologie, tous les terrains, même s'il y a une pente, ne sont pas exposés de la même manière.
pour qu'on soit très exposé à des glissements, on doit être dans des terrains qui ont été très altérés par le temps. Donc c'est la roche volcanique, les secteurs les plus anciens de nos îles, qui ont été tellement altérés, comme vous voyez à droite, on a un profil d'altération géologique, tellement altéré que c'est développé une grande épaisseur d'argile. Donc les ensembles bleus et violets sont les secteurs les plus anciens où il y a le plus de glissements. À l'inverse, vous ne le voyez pas, mais il y a des points rouges qui correspondent à des instabilités plutôt rocheuses. Donc là, c'est à l'opposé dans l'évolution des terrains. Et donc ces problématiques rocheuses sont pour le moins très importantes. Un bloc a des forts impacts sur la vie humaine. Mais donc en Martinique, qui concerne toute la partie du nord qui est beaucoup plus jeune et moins altérée. Pour illustrer cette problématique des grands glissements, voilà ce qu'on constate assez régulièrement. Donc c'est des choses qui sont gigantesques en termes de maîtrise, notamment pour des particuliers. Donc à droite, vous avez l'exemple sur l'Épineux d'une zone de risque, de dommages liés à un seul glissement, avec une vingtaine d'habitations qui sont en danger, qui ont été évacuées. Ces grands glissements mobilisent jusqu'à 20 mètres de terrain en épaisseur, donc des choses gigantesques et impossibles à maîtriser pour un particulier, et qui se réactivent régulièrement si rien n'est fait, et généralement c'est difficile de s'en protéger. Les circulations d'eau souterraine sont le principal vecteur du déclenchement de ces gros problèmes. C'est l'enjeu des PPRN et des zones rouges dont on parle. Juste pour vous donner un peu comment ça se passe quand un glissement s'est déclenché. Alors, pendant la phase d'activité du glissement, on parle de déplacements qui sont plutôt de l'ordre du mètre par jour, qui vont progressivement, au bout de quelques jours, s'atténuer. Et le glissement va rentrer après dans une phase de repos temporaire pendant plusieurs années. Si rien n'est fait sur le glissement, c'est presque une certitude que le glissement se réactivera une dizaine d'années plus tard, une vingtaine d'années plus tard. Pendant la phase d'activité, il est difficile de faire quelque chose après, à part surveiller régulièrement, visuellement, éventuellement avec des levées topographiques pour mesurer cette vitesse d'avancement et voir quand est-ce que le glissement se ralentit. Ça, c'est la phase de la crise. Juste après la crise, on parle de la post-crise. C'est là qu'on va déployer des études géotechniques plus poussées pour comprendre ce qui s'est passé à cet endroit et pour aussi évaluer la faisabilité de mettre en place des solutions pour protéger des enjeux. Donc c'est là qu'on déploie sondage, inclinomètre, piézomètre. Ça, c'est la crise. Après, pendant la phase de repos, ce qui se passe pour des glissements où il y a des enjeux, c'est qu'on met en place souvent, même si c'est des gros glissements, un suivi ponctuel dans le temps pour vérifier le déplacement de certains enjeux, la déformation des terrains par des suivis de géomètres, éventuellement des suivis inclinométriques, mais qui restent ponctuels dans le temps, en rapport avec des coûts et une faisabilité technique. Il n'y a pas actuellement, à ma connaissance, de système d'alerte, c'est-à-dire de mesure continue qui surveille un glissement de terrain. Ça existait, par exemple sur la Médaille, la collectivité avait mis en place ça pour arrêter le passage des véhicules, et puis ça a été arrêté par une disproportion des coûts de maintenance essentiellement. Et je crois qu'en Guadeloupe, c'est la même chose. Alors là, je vous ai brossé assez rapidement ce à quoi on était exposé. Voilà maintenant des manières de tout à chacun d'aménager en toute connaissance de cause pour éviter et pour éviter un grand nombre de dommages. Pour ce faire, la meilleure protection, prévenir. Donc là, on parle des plans de prévention des risques qui ont été évoqués. Et quand on dit, un des objectifs de ces plans, de ces cartes d'aléas qui sous-tendent ces plans, c'est d'identifier les versants sensibles. Et là, on parle des versants
qui sont exposés à des grands glissements qui vont emporter plusieurs habitations. Donc c'est vraiment cette menace-là qui est ciblée dans les zones d'aléas forts. Donc c'est l'objectif de la carte d'aléas, mais l'autre objectif, c'est aussi pour le reste de hiérarchiser les risques pour donner des informations sur la menace auquel on est exposé, en nuançant l'importance et pour orienter les études et les bonnes pratiques. Donc l'objectif, c'est d'évaluer la probabilité qu'un grand glissement se déclenche à un endroit. Et la difficulté pour ceux qui réalisent ces cartes, c'est parce qu'on est... Pour les mouvements de terrain, on doit travailler sur des couches qui sont des horizons argileux qui sont en profondeur, donc on ne voit pas, qui vont pouvoir être impactants même à 20 mètres de profondeur, et puis des circulations d'eau souterraines qu'on ne voit pas non plus, à part quelques sources qui sont recensées, qui sont connues. Mais ce serait l'intégralité de ces circulations qu'il faudrait pour préciser au mieux cette carte. Ces cartes-là sont en cours de révision. Voire pour la Guadeloupe, donc cette révision a été faite par le bureau d'études Ginger Géode. Je pense qu'elle est finalisée. Pour la Martinique, c'est le BRGM qui s'en charge et la finalisation est prévue cette année. Donc effectivement, cette carte est mise à jour dès que il y a des connaissances nouvelles sur les mécanismes et puis dès qu'on a des données plus précises que la carte précédente. Les cartes précédentes pour ces deux territoires datent de 2004 pour la Martinique et des années entre 90 et 2000 pour la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau? Alors pour les particuliers, il y a quand même beaucoup de choses qui nous permettraient d'éviter des glissements qui peuvent protéger des habitations. Là, effectivement, je vais m'appuyer sur les illustrations de la plaquette que vous avez vue, qui a été conçue et finalisée l'année dernière avec la DEAL. Et cette plaquette, en fait, elle vise à essayer de donner des bonnes pratiques à tout un chacun pour essayer de maîtriser, avoir une meilleure connaissance de la menace et maîtriser son risque en faisant pas mal d'actions qui sont accessibles à chacun. Cette plaquette vise l'habitation existante. Donc évidemment, tout ce qui est décaissement, surtout sur des secteurs sensibles, il faut que ce soit un réflexe de devoir compenser le décaissement par des travaux adaptés. Et il n'est pas envisageable ce décaissement en fait fragilise bien sûr le versant puisqu'on a retiré de la terre qui stabilisait le versant. Ces mauvaises pratiques mettent en danger sa maison, et comme vous le voyez, bien sûr la maison des voisins du dessus. Les ouvrages de soutènement, on en reparlera, doivent être adaptés et construits dans les règles de l'art. Des rejets d'eau de sa parcelle doivent être gérés au mieux pour ne pas aggraver des problèmes chez son voisin. Aggraver, ça veut dire que les eaux vont s'infiltrer pour les terrains d'en dessous, donc ça va poser des problèmes en dessous, et éventuellement ça peut remonter après en termes d'impact jusqu'à chez nous. Tout ça, c'est des mauvaises pratiques qui sont très très fréquentes quand on parcourt le territoire lors des expertises. Et puis, évidemment, les études de sol qui doivent être adaptées à la menace. Donc, c'est important de mieux comprendre les mécanismes qu'on redoute à chaque endroit du territoire pour les particuliers et les professionnels, pour même orienter des particuliers sur des études de sol si jamais le versant est considéré comme un versant sensible. C'est pas la peine de faire une étude de pénétromètre avec quelques mètres d'amélioration de la connaissance, alors qu'à cet endroit, on redoute plutôt que plusieurs dizaines de mètres d'argile puissent glisser. L'action la plus efficace, évidemment, c'est la gestion des eaux. Et ça, c'est une action qui concerne tout le monde, une responsabilité partagée. Et c'est important là aussi de trouver les moyens de la partager et pour que les particuliers, les actions des particuliers soient encadrées par des actions à l'échelle du bassin versant. La gestion des eaux pluviales ressort aussi comme étant un problème important sur le terrain. La difficulté principale pour les particuliers, c'est d'identifier l'exutoire dans lequel ils peuvent rejeter leurs eaux quand ils ont bien fait les choses à leur parcelle. Un exutoire qui doit être pérenne, qui ne doit pas être sensible au glissement de terrain. Donc ça ne relève pas forcément de leur connaissance ou de leurs compétences. Et
Ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est des problèmes en aval d'aménagement récent, de résidence ou autres. Du coup, les eaux sont bien gérées à cette échelle de parcelle, mais le rejet, enfin, au niveau du rejet de l'exutoire, sur le terrain, on voit clairement un creusement, un énorme trou béant qui se creuse pendant tout l'écoulement en aval de la construction. Alors là, vous voyez des images, mais en gros, ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur qui se crée en 10 ans. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais ça peut permettre d'emporter tous les terrains. Enfin, ça fragilise tous les terrains sur les côtés. Et il y a beaucoup d'habitations en aval qui sont du coup exposées, enfin qui sont menacées à cause de ces écoulements d'eau d'aménagement. Donc, veillez à ce que les aménagements puissent regarder aussi très en aval ce qui se passe pour ne pas mettre en danger des habitations. Un autre point, et donc c'était le suivi, la mémoire, ça rejoint la présentation précédente, des anciens glissements de terrain. Il y en a quand même beaucoup de gros glissements. Qu'est-ce qu'on fait sur nos territoires? Pas sur toutes les communes, mais il y a des communes très exposées. Comment garder la mémoire? Donc là, on a une base de données, mais après, comment les communes peuvent s'en emparer? Des réflexions peut-être à mener sur la reconversion de ces espaces qui ont été déstructurés. Comment ne pas en faire des no man's land, mais peut-être les valoriser. Quels enjeux installer à ces endroits, et que faire aussi des enjeux, des habitations qui sont sur ces anciens glissements. Comment les accompagner? Il faut dire qu'il y a beaucoup d'habitations dans ces conditions, donc il est peut-être sur les anciens glissements pas envisageable qu'elles soient tous délocalisées, mais comment faire pour réduire les risques si le glissement venait à se réactiver? J'en arrive à ma conclusion. Comment nous tous, ayant cette connaissance, on peut améliorer notre aménagement, comment s'adapter à cette menace. Avant la construction, voilà, le règlement du PPR, il est là pour ça. Le recours aux spécialistes également. Et il y a 2 choses. Il y a ces secteurs, d'après ce qu'on voit, les retours d'expérience, qui ne devraient pas effectivement être construits en termes pour un particulier. On parle là des grands glissements. Et pour d'autres secteurs qui doivent être construits dans les règles de l'art en recourant à des spécialistes. Après la construction, comment protéger son habitation et celle de ses voisins. Donc c'est l'objet de la plaquette. La gestion des eaux à l'échelle du versant est l'action la plus efficace pour réduire la quantité d'eau dans les sols, sachant que c'est cette quantité d'eau qui va après déclencher les glissements. On ne peut pas changer la nature des sols quand on est installé, mais on peut tous ensemble réduire la quantité d'eau qui va le déclencher. Et entre les crises, c'est le temps de la recherche scientifique, donc ce travail d'amélioration en permanence de la connaissance de ces glissements. Alors ça passe par de la géologie, surtout des recherches de circulation d'eau, pour que en fait, on puisse à chaque fois qu'on puisse avancer ensemble sur les conditions d'installation, quelle végétation permet de réduire quoi, quelle pratique agricole permet de réduire quel risque, quelles sont les conditions pluviométriques qui déclenchent ces gros problèmes. Donc il y a beaucoup de choses à chercher, et donc ça c'est en permanence qui sous-tend les catastrophes. Et pour finir, je voulais vous lister les ressources disponibles à tout à chacun. Alors, l'inventaire des glissements de terrain, autant en Martinique qu'en Guadeloupe, fait l'objet de bases de données publiques qui sont sur le site du BRGM, mais également sur Géorisque, encore plus simple. À cette base de données qui permet de savoir ce qui s'est déclenché en fait, dans les 50 dernières années, il est associé la base de données des sondages aussi. Donc il y a une obligation de faire remonter les sondages qui dépassent 10 mètres de profondeur, donc une connaissance sur le territoire qui est capitalisée. Là, en termes de ressources, la plaquette elle est disponible sur le site de la DEAL. Et le BRGM, la quasi-totalité des rapports du BRGM sont publics, donc accessibles sur le site du BRGM. Il faut juste s'accrocher sur les mots-clés et tout, mais tout est disponible. Et puis, je rappelle le site du PPRN qui permet de connaître la menace auquel on est exposé en regardant, au-delà du règlement, les aléas. Merci. Voilà, je vous remercie. Nagbor, merci.